tout le monde. Bonjour tout le monde. Au nom du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, de l'initiative équateur du Programme des Nations Unies pour le développement, du Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité, du réseau des femmes autochtones sur la biodiversité et du Forum MBISAP, je vous souhaite à tous la bienvenue à la série de webinaires Intégration sur l'article 8J et des dispositions relatives aux peuples autochtones et aux communautés locales dans les travaux de la Convention et de ses protocoles. Je m'appelle Eva Gouria, du Programme des Nations Unies pour le développement, et j'animerai le webinaire d'aujourd'hui avec ma collègue Marilyn Saracen du secrétariat de la CDB. Diego Ochoa, également du PNUD et de l'équipe du Forum MBISAP, apportera un soutien technique pendant cette session. Merci Diego. Le webinaire d'aujourd'hui sera très intéressant et couvrira beaucoup de contenus. Nous aurons plusieurs présentateurs très intéressants. Nous partagerons des informations, échangerons des points de vue sur... Donnez-moi des secondes, j'essaie de changer ma présentation. Voilà. Sur l'article 8J de la CDB et les dispositions connexes. Alors, qu'est-ce que c'est l'article 8J? Quelles sont les dispositions connexes et pourquoi sont-elles importantes pour les peuples autochtones et les communautés locales? Nous parlerons du groupe de travail sur l'article 8J, de sa définition et en quoi il est pertinent. Nous discuterons de ce que le cadre de la biodiversité pour l'après-2020 signifie pour l'article 8J et les dispositions connexes, y compris ce que c'est le cadre pour l'après-2020 et pourquoi il affecte l'article 8J. Nous nous concentrerons ensuite sur les manières visant à permettre la participation pleine et effective des peuples autochtones et des communautés locales aux travaux de la Convention après 2020. Nous discuterons aussi de ce que signifie intégrer les travaux de l'article 8J de la CDB aux travaux des organes subsidiaires de la CDB. Et enfin, nous échangerons des points de vue sur les éventuels arrangements institutionnels, les enseignements tirés, les avantages et les inconvénients des arrangements actuels concernant l'article 8J. Alors, maintenant, un peu de logistique pour le webinaire d'aujourd'hui. Ce webinaire dure 2 heures et nous aurons un groupe de conférenciers en pression, comme je l'avais déjà dit. Le webinaire sera divisé en 2 sections et chaque section comportera 4 présentations suivies d'une session de questions-réponses. Pour les sessions de questions-réponses, vous pouvez poser des questions pour les présentateurs en les écrivant dans la boîte de discussion située dans les panneaux de configuration de vos écrans ou en les interrogeant à l'aide de votre microphone. Pour ce faire, vous devez cliquer sur la main dans les panneaux de configuration et Diego ouvrira vos microphones. Cas où vous ne pouvez pas ouvrir vos micros, cliquez droit sur vos noms pour l'ouvrir. Tous les participants seront en mode écoute uniquement jusqu'à ce que nous ouvrions vos micros. Et pour les présentateurs, s'il vous plaît, assurez-vous que vos microphones soient en mode sourdine lorsque vous ne parlez pas afin de réduire le bruit de fond. Alors, aussi important, le webinaire d'aujourd'hui sera complété par une discussion en ligne sur les mêmes sujets. Et pour participer à la discussion, rendez-vous sur le site web Equator Connect. L'adresse est www.connect avec double N, equatorinitiative.org. Je répète, www.connect.equatorinitiative.org. Alors, après le webinaire, la CDV enverra également un sondage à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire
S'il vous plaît, remplissez les sondages. Alors, toutes vos contributions au webinaire, à la discussion en ligne et même les sondages contribueront à éclairer les travaux futurs de la CDB sur l'article 8G et les dispositions connexes et contribueront à la discussion du groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'article 8G à sa 11e réunion en 2019 et la conférence des parties à sa 15e réunion en 2020. Pour plus d'informations sur les forums en ligne et les sujets d'aujourd'hui, visitez le site web de la CDB. Comme vous voyez, il y a plein d'informations sur le site. Alors, sans plus tarder, le premier orateur et modérateur du webinaire d'aujourd'hui est Mademoiselle Marie-Lynne Sarrazin. Elle est consultant avec le secrétariat du CDB sur les connaissances traditionnelles et l'utilisation coutumière de la diversité biologique. Nous avons de la chance de la voir aujourd'hui. Marie-Lynne, vous avez la parole. Bonjour et bonsoir. Donc, bienvenue à cette présentation ici que je donne au nom du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Je vais bientôt avoir le droit de partager mon écran avec vous, je crois bien. Oui. Excellent. Donc, aujourd'hui, comme on m'a déjà présenté, Marie-Lynne Sarrazin, je travaille avec l'équipe des connaissances traditionnelles au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et je suis accompagnée aussi de John Spath, qui est l'administrateur principal de ce programme. Donc, il sera disponible s'il y a des questions. Donc, ici, la présentation ici, c'est un survol général des objectifs, principes et réalisations à ce jour du programme de travail sur les connaissances traditionnelles qui va prendre fin en 2020. J'ai également ici mon collègue Olivier Hillel qui va vous présenter quelques notions au niveau de l'intégration des connaissances traditionnelles et de la biodiversité dans le cadre de l'après-2020. Pardon, Marie-Lynne, on vous écoute un peu loin. Ah, d'accord. Merci. Est-ce que c'est mieux comme ça? Merci beaucoup. Excellent. Donc, ici, juste un petit survol du contenu. Donc, on va commencer par discuter des obligations qui sont relatives aux connaissances traditionnelles et aux peuples autochtones et communautés locales dans la CDB et ses protocoles. Ensuite, un survol du programme actuel sur les connaissances traditionnelles et les réalisations à ce jour de ce programme. Finalement, les arrangements institutionnels qui sont en place actuellement. Et finalement, avec la présentation de mon collègue sur l'importance d'intégrer les connaissances traditionnelles et les issues relatives aux communautés locales et aux peuples autochtones dans les autres secteurs économiques. Donc, pour commencer ici, simplement un rappel des dispositions majeures, donc les dispositions phares qui sont en lien avec les connaissances traditionnelles au niveau de la Convention. Donc, évidemment, on a l'article 8J qui nous dit que chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qui conviendra, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, favorise l'application sur une plus grande échelle avec la part et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques, ce qu'on entend par le consentement donné en connaissance de cause, entre autres, et encourage le partage équitable des avantages. On a ensuite comme disposition connexe l'article 10C, qui dit que chaque partie contractante protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable. On a également l'article 17 et 18 qui ont trait à la répatriation des connaissances traditionnelles et aussi au transfert des technologies. Donc ça, ce sont les dispositions principales qui sont en lien avec les connaissances traditionnelles dans la Convention. Il y a également deux protocoles qui sont légalement contraignants au titre de la Convention. Le premier étant le protocole ici de Nagoya, qui en fait construit sur les dispositions relatives à l'accès au partage des avantages de la Convention et qui vise à assurer que le partage soit juste et équitable et que ce sont les avantages qui découlent de l'utilisation à la fois des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles qui sont associées aux ressources génétiques. Le protocole a été adopté en 2010 à Nagoya au Japon. Il a été entré en vigueur en 2014 et est actuellement ratifié par 116 parties à la Convention. Donc, les trois piliers centraux
comme mentionné, donc l'accès, le partage des avantages et la conformité. Et c'est un protocole qui est juridiquement contraignant pour les parties au protocole de Nagoya. Le second protocole est le protocole de Cartagena, qui est le traité international qui a trait aux risques potentiels posés par les organismes vivants modifiés, les OVM, qu'on connaît aussi sous le nom d'organismes génétiquement modifiés, donc OGM, qui résultent des biotechnologies modernes. Celui-ci a été adopté en 2000 à Cartagena, en Colombie, et il est entré en vigueur en 2003. Ratifié actuellement par 171 parties à la Convention. Et la partie qui est, dans le fond, la plus intéressante ou plutôt reliée aux connaissances traditionnelles est la référence aux impacts socio-économiques des OVM, particulièrement pour les peuples autochtones et les communautés locales, donc l'article 26. Il y a également des dispositions relatives aux peuples autochtones et aux communautés locales dans le plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020. Donc, la mission de ce plan stratégique-là était de prendre des mesures efficaces et urgentes en vue de mettre un terme à l'appauvrissement de la diversité biologique. Et donc, l'objectif étant que d'ici 2020, les écosystèmes soient résilients et puissent fournir des services essentiels pour préserver la diversité et également contribuer au bien-être des êtres humains. Il a été adopté en 2010, puis il a 20 objectifs d'Aichi pour la biodiversité qui ont été développés au même moment, sous 5 buts stratégiques. Et l'objectif qui est le plus pertinent pour la discussion d'aujourd'hui est l'objectif 18, qui indique que d'ici à 2020, les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales, ainsi que leur utilisation coutumière durable, sont respectées. Donc, très important, donc on a discuté là de tout ce qui est attrait aux connaissances traditionnelles dans la Convention et ses protocoles, mais nous avons un programme de travail spécifiquement sur les connaissances traditionnelles qui a été adopté en 2000. Et le but qui a été énoncé lors de sa création est de favoriser, dans le cadre de la Convention, une juste application de l'article 8J et des dispositions connexes aux échelons local, national, régional et international, et d'assurer la participation pleine et entière des communautés autochtones et locales à tous les stades et à tous les niveaux de sa mise en œuvre. Donc, en résumé, l'application de l'article 8G et des autres dispositions que l'on a énoncées tout à l'heure, mais aussi une question de participation dans l'application de la Convention. Donc, le programme de travail actuel comporte 5 éléments, qui sont un peu comme 5 thèmes, sur lesquels il y a 17 tâches qui sont des actions concrètes à mettre en place pour pouvoir appliquer ce programme de travail. Et donc, il se terminera en 2020. C'est un programme qui avait une durée de vie de 20 ans. Et donc, dans le but de pouvoir discuter de la place, ou du moins la forme que prendra le programme de travail dans l'après-2020, c'est important aussi de voir dans le fond, les réalisations à ce jour du programme de travail. Et ici, on a une liste des lignes directrices, des outils, donc des résultats en général du programme de travail. Premièrement, un rapport synthèse sur la situation et l'évolution des connaissances traditionnelles qui était sous la tâche 5 du programme de travail. On a également adopté un code de conduite éthique pour assurer le respect du patrimoine culturel et intellectuel des communautés autochtones et locales, qui est entre autres pertinent pour les chercheurs qui travaillent avec les communautés autochtones et les peuples autochtones et les communautés locales, qui avait trait à la tâche 16. On a également les lignes directrices facultatives à Ouégou pour la conduite d'études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois en fait, au niveau de la Convention, on regardait aussi les impacts culturels et sociaux et non seulement les impacts environnementaux. Finalement, le plan d'action sur l'utilisation coutumière durable de la diversité biologique et les lignes directrices facultatives non spéciales sur les connaissances traditionnelles, qui a été adoptée à la COP 30, donc à la conférence des parties, la 13e, et qui avait attrait aux tâches 7, 10 et 12. Et finalement, à la COP 14, donc très récemment, on a adopté des lignes facultatives sur le rapatriement des connaissances traditionnelles, ainsi que le glossaire des principaux termes et concepts qui sont en lien avec l'article 8J et les dispositions connexes de la Convention. Finalement, ici, il y a plusieurs tâches qui ont été reportées ou qui ont été reconduites. Donc, ils sont ici plutôt pour référence, puisqu'on n'aura pas le temps de passer au travers chacune. Par contre, il est à noter que les parties sont prêtes à examiner dans quelle mesure elles ont été traitées en accomplissant d'autres tâches, ou s'il faudrait plutôt les reprendre dans les travaux futurs. Donc, nous avons la tâche 6, la tâche 11, la tâche 13,
ainsi que les tâches 14 et 17. Maintenant, au niveau des mécanismes de participation, donc des arrangements institutionnels qu'il y a en ce moment au titre de la Convention. Donc, au sein de la Convention même, il y a 2 membres du personnel permanent qui travaillent au niveau des connaissances traditionnelles. Puis il y a également les correspondants nationaux avec lesquels ils sont en lien. Et le secrétariat travaille étroitement avec le Forum autochtone international sur la biodiversité, mieux connu sous son acronyme anglophone du IIFB. On a également en place un portail d'information sur les connaissances traditionnelles pour faciliter le partage de connaissances. Également, le groupe de travail spécial intercession à composition non limitée sur l'article 8J. Donc, le groupe de travail sur l'article 8J se rencontre périodiquement et donc la prochaine réunion aura lieu en novembre 2019. Un autre mécanisme qui a été mis en place pour faciliter la participation des peuples autochtones et des communautés locales, c'est l'inscription de ces participants-là en tant que représentants de peuples autochtones et de communautés locales et non seulement comme ONG. Il y a également un mécanisme de financement volontaire qui permet de faciliter la participation de façon financière. Et on a également des programmes de développement et de renforcement des capacités. Donc, comme indiqué, le groupe de travail sur l'article 8G est un élément important de l'application du programme de travail. Et les différents mécanismes que j'ai énoncés précédemment, c'est juste vous indiquer dans quelle mesure ils sont appliqués au niveau du groupe de travail, au niveau des organes subsidiaires, au niveau de la conférence des parties. Marie, pardon, il vous reste une minute. OK, parfait, ça tombe bien, parce que j'allais passer la parole à mon collègue. Donc, je laisse ces mécanismes-là en réflexion à savoir s'ils vont être reconduits dans l'après 2020. Et je passe à mon collègue Oliver, qui va vous parler des questions de l'intégration. Bonjour et bonsoir, je m'appelle Oliver Hillel et je suis officier de programme au secrétariat chargé de l'intégration de la biodiversité et des services écosystémiques dans le secteur économique, le mainstreaming. Et je veux partager avec vous un petit peu les enjeux dans lesquels les peuples autochtones et les communautés locales peuvent contribuer à la mise en œuvre de la Convention. Comme vous le savez très bien, l'intégration de la biodiversité et des services écosystémiques dans tous les secteurs économiques et politiques est bien ancrée dans le texte de la Convention elle-même. Donc, particulièrement aux conférences des parties, la 13e et la 14e, les gouvernements nationaux qui sont partis de la Convention ont examiné l'intégration de la biodiversité spécifiquement dans le secteur. Ce sont 9 secteurs, on le voit là, l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, la foresterie, le tourisme, l'énergie, les mines, les infrastructures, la santé et aussi la fabrication et la transformation. Et si on peut aussi parler de ça, je pense que les secteurs financiers et bancaires, évidemment, sont des secteurs qui doivent aussi être examinés dans cette lumière. Donc, il y a eu de participation dans les décisions, mais aussi dans les documents qui ont été lancés par exemple, le partenariat global pour le business et la biodiversité. Et plus important, un groupe consultatif informel a été formé à la conférence, justement pour soutenir la secrétaire exécutive et le bureau de la COP pour développer une approche à long terme pour l'intégration de la biodiversité dans le secteur économique. Ça sera une contribution au cadre global après 2020 pour la Convention. Et donc, on veut bien inviter le peuple autochtone et les communautés locales à intégrer et à contribuer à ce groupe consultatif. En première place, parce que les connaissances traditionnelles sont évidemment à la base de tout le système de production et consommation. C'est important, comme on parle d'une approche à long terme sur l'intégration de la biodiversité, c'est absolument fondamental qu'on compte avec les connaissances traditionnelles. En deuxième, parce que le peuple autochtone et les communautés locales sont des acteurs aussi. Ils sont des producteurs. Ils sont enveloppés dans la production et le secteur économique. Donc, c'est important de voir comment le peuple autochtone peut contribuer à ce développement de cette approche. Et finalement, je veux aussi dire que c'est très important dans tous les plans financiers de développement
qu'on fait attention à des garanties pour la planification et le financement de toutes sortes de développements pour protéger justement le droit et répondre aux besoins de peuples autochtones et communautés locales. Pour ça qu'on dit que les banques de développement multilatérales, bien comme toutes les agences de financement et d'investissement privés ou les décideurs locaux, doivent toujours prendre en considération les garanties que puissent protéger la communauté, les peuples autochtones, les communautés locales et la connaissance. Donc, c'est une invitation à la participation. Je dois aussi dire que le groupe actif des gens de peuples autochtones et communautés locales qui participent à la Convention ont déjà fait des suggestions pour des participants à ce groupe informel de mainstreaming. Donc, on compte sur vous et je suis ici pour toutes sortes de questions. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Marilyn. Oh, merci beaucoup, Oliver. On n'a pas beaucoup de temps, alors Marilyn, si vous me permettez de continuer avec le présentateur ou vous voulez parler des questions? Non, je les laisse ici simplement pour considération. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup de partager ces informations sur les directives du CDB, le protocole de Nagoya, l'article 8G, les groupes de travail et les groupes consultatifs. Alors, notre deuxième orateur est M. Handaine Mohamed, le président du comité de coordination de peuples autochtones d'Afrique. M. Handaine, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Oui. Je suis très content de partager avec vous quelques idées sur les connaissances traditionnelles des peuples autochtones, les objectifs d'Aichi, les ODD. Donc, je m'appelle Mohamed Handaine, je suis du Maroc, je suis président de la coordination autochtone des peuples autochtones d'Afrique. Mon intervention porte sur les connaissances traditionnelles des peuples autochtones, les objectifs d'Aichi et les objectifs du développement durable, ainsi que comment on peut intégrer les connaissances traditionnelles dans le cadre mondial de la biodiversité. Ma communication porte sur 4 points. D'abord, l'IPAC, Réseau autochtone d'Afrique. Deuxième point, les connaissances traditionnelles et ses rôles dans l'atteinte des objectifs d'Aichi. Troisième point, les connaissances traditionnelles et les objectifs du développement durable. Et quatrième point, c'est les connaissances traditionnelles et une intégration globale dans le cadre mondial de la biodiversité. Donc, vous allez entendre à plusieurs reprises les connaissances traditionnelles. Donc, concernant le premier point, le comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique, AIPAC en anglais, est un réseau de 140 organisations de peuples autochtones dans 22 pays africains. Les membres élisent un comité exécutif représentant les 6 régions géographiques culturelles d'Afrique, à savoir l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, Afrique australe, Afrique région du Grand Lac, Afrique bassin du Congo. Ces membres, c'est-à-dire les membres de l'AIPAC, sont devenus, après 20 ans de travail, sont devenus aujourd'hui des experts de la biodiversité, du changement climatique et des experts des droits des peuples autochtones. L'AIPAC est accrédité auprès de l'ECOSOC, des programmes des Nations Unies pour l'environnement, des fonds pour l'environnement mondial, de l'UNESCO, de l'ACNUC, de la CBD, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. L'EPAC est membre de l'OCIAN. Il est le point focal auprès de l'UNESCO de l'année internationale des langues autochtones 2019
Elle est également le point focal du Forum du patrimoine mondial de l'UNESCO. D'abord, comment les connaissances traditionnelles peuvent atteindre des objectifs d'Aichi? Alors, la culture et les langues autochtones constituent un support capital pour atteindre les objectifs d'Aichi. La langue autochtone est porteuse de connaissances traditionnelles. Sa disparition entraîne forcément la disparition de ces connaissances traditionnelles. La protection de ces langues comme moyen de sensibilisation, en faisant référence aux premiers objectifs d'Aichi, la sensibilisation, donc comme moyen de sensibilisation de l'utilisation durable de la biodiversité. Cette sensibilisation peut contribuer à l'atteinte des premiers objectifs d'Aichi. Comme vous savez, les peuples autochtones gèrent, contrôlent à peu près 80% de la biodiversité du monde qui coïncide avec les terres des peuples autochtones. Donc, la transmission de la culture autochtone, porteuse des valeurs de solidarité, de respect de la nature, nécessite une valorisation effective des connaissances traditionnelles pour réduire l'appauvrissement de l'espace naturel comme objectif d'Aichi et gérer la biodiversité aquatique et terrestre avec une certaine durabilité. Ces connaissances pourront aider également à restaurer l'agriculture durable et traiter les espèces exotiques menaçant la diversité biologique en se basant sur leur expérience. Les expériences des peuples autochtones sont très importantes pour maintenir la biodiversité et lutter contre les espèces exotiques. Également, les aires protégées gérées par le droit coutumier des peuples autochtones doivent être conservées et élargies pour la protection de la biodiversité. En Afrique, nous avons plusieurs exemples, nous avons plusieurs systèmes comme Agdal, comme les Égoudars au Maroc, etc. Donc, la protection de la nature endémique et la diversité génétique sont très importants. Le rôle des peuples autochtones, les connaissances traditionnelles est très important pour, en fait, la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Concernant le rôle des connaissances traditionnelles pour atteindre les objectifs de développement durable est très important. Il peut contribuer à bâtir une nouvelle société où le partage des ressources et des valeurs existe et ensuite éradiquer la pauvreté conformément aux premiers objectifs des ODD. Ces connaissances traditionnelles peuvent contribuer également à la protection de la biodiversité conformément aux objectifs 15 et contribuer au changement du comportement de consommation. Il est très important d'œuvrer pour changer le comportement de consommation. Si on continue comme ça avec la société de consommation intensive, la biodiversité sera dans une situation très, très critique. Donc, il faut absolument changer le comportement de consommation et ici, les connaissances traditionnelles sont là pour nous aider à changer notre comportement de consommation. Le monde doit valoriser les connaissances traditionnelles autochtones pour protéger la nature. L'éducation, l'enseignement de l'avenir 2050, objectif 4, doit introduire les langues autochtones comme porteuses des connaissances traditionnelles afin de les transmettre aux générations futures. Ces connaissances relatives à la médecine traditionnelle peuvent être intégrées dans l'objectif 3 de l'accès à la santé. Les peuples autochtones maîtrisent
pratiquement les plantes médicinales et la médecine traditionnelle connaît de plus en plus de grands succès dans la guérison des maladies les plus difficiles. Concernant l'adaptation au changement climatique, les peuples autochtones ont déjà leur système d'adaptation avant même les COP. Ils s'adaptent énormément. Ils s'adaptent énormément à la sécheresse, à la pénurie de l'eau. Donc, les peuples autochtones ont forgé durant leur histoire plusieurs systèmes d'adaptation aux effets du changement climatique, raison pour laquelle l'accord de Paris a réservé dans son article 7, paragraphe 5, l'importance des connaissances traditionnelles dans l'adaptation aux effets du changement climatique. Ainsi, il a insisté dans le paragraphe 135 le renforcement de ces connaissances traditionnelles en créant une plateforme pour l'échange des données, des expériences traditionnelles en matière d'atténuation et de l'adaptation de manière holistique et intégrée. Donc, comment intégrer globalement ces connaissances traditionnelles dans le cadre mondial de la biodiversité 2050? Donc, ces connaissances traditionnelles doivent être intégrées pour réaliser l'objectif final, c'est vivre en harmonie avec la nature. Cette intégration doit suivre les principes suivants. Donc, il faut qu'il soit participatif, présence effective des peuples autochtones, inclusif et complet, et il doit se fonder sur les connaissances scientifiques et traditionnelles autochtones. Donc, ces connaissances traditionnelles doivent être introduites dans les NBSAP de chaque pays, dans les NDC du changement climatique, dans les objectifs de développement durable. Et donc, comme a dit Marilène, dans la CBDC protocole Nagoya, Ouija, Carthagène. Et l'application de l'accord de Paris. L'accord de Paris, l'application de l'accord de Paris est très important pour la protection de la biodiversité, mais tout en intégrant les connaissances traditionnelles. Aussi, ces connaissances traditionnelles sont très importantes dans la conservation du patrimoine mondial de l'UNESCO. Également, il faut qu'il soit... Pardon de vous interrompre, mais il vous reste une minute. OK. OK, merci. Et donc, il faut les intégrer dans le plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 2017-2030, les intégrer dans la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le 4e plan stratégique de la Ramsar 2016-2024. Nous avons enfin quelques objectifs après 2020. Donc, nous proposons 5 objectifs. D'ici 2030, 50% des connaissances traditionnelles relatives à la biodiversité doivent être recensées et codifiées. D'ici 2030, la banque de données des connaissances traditionnelles de la biodiversité doit être installée et fonctionnelle auprès de la secrétariat de la CB. D'ici 2020, un plan stratégique de connaissances traditionnelles relatives à la biodiversité visant la restauration de ces connaissances traditionnelles et définir un programme de travail annuel de l'organe subsidiaire sur les connaissances traditionnelles. D'ici 2030, la banque de données internationale auprès de la CBD des connaissances traditionnelles doit être instaurée et mise en connexion avec les banques de données nationales. Enfin, d'ici 2030, 50% des objectifs du développement durable doivent être atteints au niveau des régions des peuples autochtones
par le Fonds des objectifs du développement durable des peuples autochtones. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Handain, pour cette présentation, pour nous rappeler de l'importance du réseau autochtone d'Afrique, les liens entre les ODD, les connaissances traditionnelles, l'importance de l'éducation, les langues autochtones, les médecines traditionnelles et les ODD, et surtout cette idée d'intégrer les connaissances traditionnelles et dans les MBISAP, les indices et tous les travaux d'adaptation au changement climatique. Alors, très, très important. Et il faut continuer cette conversation sur le forum en ligne. Alors, notre prochain orateur est M. Sal Ndiaga. M. Ndiaga est membre fondateur de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain et membre du Comité national APA du Sénégal. Alors, malheureusement, il ne peut pas être ici aujourd'hui, donc je vais partager sa présentation et j'espère que ça fonctionne bien. Alors, je vous prie d'être patient et on va essayer. J'espère que ça marche bien. Alors, Marilyn, vous écoutez la présentation? Diego m'a dit qu'il n'écoutait pas. Non, malheureusement, le son est très, 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 très loin. Alors, vous voulez essayer de votre côté? Oui, vous pouvez partager l'écran, on va essayer de notre côté ici. Merci tout le monde pour votre patience. Eva, do you want me to try from my computer? Yes, please, Diego. That would be great. Hold on. Please say to participants that we are going to. Alors, mon collègue Diego qui va essayer aussi de son ordinateur, qu'on puisse écouter la présentation de M. Ndiaga. Juste rappeler que la conférence des partis, lors de sa 14e réunion, après la collecte des différents points de vue, n'est-ce pas, sur les éléments d'un futur programme de travail sur l'article 8J, a demandé à la secrétaire exécutive de créer un peu, d'organiser un peu des espaces d'échange comme ce forum en ligne qui inviterait un peu les partis, les peuples autochtones, les populations autochtones, les communautés locales, les organisations compétentes et toutes les parties prenantes en fait à un peu échanger, aussi à échanger sur des avis, mais aussi des informations pour faire avancer un peu les travaux futurs. Et donc, pour moi, il était important donc, de montrer un peu quelques intérêts pour les populations autochtones et communautés locales dans les travaux de la Convention et de ces protocoles après 2000. En fait, en essayant, beaucoup de points aujourd'hui sont importants pour les populations autochtones et communautés locales. J'en choisirai deux comme objectif, le renforcement, renforcer la participation pleine et effective des populations autochtones et communautés locales dans les futures structures et les processus envisagés. Cette participation, effectivement, a connu, ou bien connaît, disons, des faiblesses à plusieurs niveaux, alors qu'elle constitue un peu, elle fournit une base fondamentale, n'est-ce pas, pour arriver à un développement durable à tous les niveaux. Et donc, il faut nécessairement voir comment mettre en place ou bien renforcer un peu les mécanismes de cette participation-là au niveau national, local, mais aussi au niveau même international. Et ce besoin-là est beaucoup plus ressenti au niveau national et local, parce qu'effectivement, il n'y a pas encore beaucoup de mécanismes
qui permettent un peu cette participation-là des populations autochtones et communautés locales. Il faut donc vraiment les développer. Déjà, voir aussi les participations, les stratégies, par exemple, de protection et de rivalisation des savoirs traditionnels. Comment est-ce que tout cela va participer à une meilleure reconnaissance un peu de la valeur de l'action collective menée par les peuples autochtones et les communautés locales pour l'obtention des objectifs de la Convention. C'est une participation qui doit être garantie dans tous les domaines, à tous les échelons, pour que nous puissions avoir des processus plus efficaces et une plus grande cohérence dans les résultats. Donc vraiment renforcer la participation pleine et effective constitue un des premiers objectifs, je pense, qui doit être pris en compte dans le programme de travail. Un deuxième objectif, c'est le développement d'un plan de renforcement de capacité. Il a été noté quand même des faiblesses entre les différents secteurs entre, disons, les liens qui existent entre les différents secteurs ayant un impact sur la diversité biologique. Et il existe donc, on sent un manque de cohérence entre ce qui est exprimé, souvent officiellement par les gouvernements, et ce qui est vécu par les populations autochtones et communautés locales. Et cela se ressent aussi au niveau de tous les acteurs, n'est-ce pas, concernés par la diversité biologique. Et donc, c'est des besoins à différents niveaux, en termes de renforcement de capacité, pour pouvoir un peu arriver à construire, n'est-ce pas, des cohérences entre les différents acteurs, arriver à vraiment que le travail puisse se faire dans, disons, une certaine sérénité, vu que et pour cela, on a vraiment besoin de développer les capacités, de renforcer un peu les capacités des populations autochtones et communautés locales. Et j'en veux pour preuve, aujourd'hui, on parle beaucoup des questions nouvelles et émergentes, comme la biologie synthétique. Nous avons besoin d'être renforcés sur ce plan-là. Et d'autres acteurs aussi ont besoin d'être renforcés sur ces nouvelles, disons, ces nouvelles questions émergentes. Donc, il faudrait nécessairement détecter un peu tous les besoins en termes de renforcement de capacité pour en faire un plan qui pourra être vraiment une priorité importante dans la considération des travaux futurs. En tout cas, les populations autochtones et locales en demandent toujours. Il faut nécessairement que nous travaillions et que ça fasse partie un peu des objectifs du programme de travail futur. Je vous remercie. Alors, nous sommes très contents que ça a bien marché. Et nous allons passer maintenant à la session des questions-réponses. Alors, je vous rappelle tout le monde, si vous avez des questions, veuillez les écrire dans la boîte de dialogue ou levez la main dans les panneaux de configuration. Et en cas que ce soit nécessaire, faites un clic droit sur votre nom pour activer votre microphone. Alors, je vais commencer avec la première question. Et c'est de Tolotra. Et Tolotra demande comment pourrait-on institutionnaliser l'intégration des connaissances traditionnelles dans l'accès à la santé. Alors, je ne sais pas si on a deux présentateurs, si Marie-Élie, M. Hanaine ou Olivier voudraient bien répondre. Oui, en fait, c'est une très bonne question et ça fait partie un peu de la raison d'être de ce programme, c'est d'avoir des idées sur comment, quelles seraient les meilleures
institutions pour pouvoir justement intégrer les connaissances traditionnelles dans plusieurs secteurs. Donc, on est en fait ouvert à un échange sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Monsieur Hanan, vous voulez que une réponse, des idées? Non? Alors, sinon, en tout cas, on passe à la question de Obin Manasseh. Alors, je vais ouvrir votre micro. Merci Marilyn, merci également pour cette question très intéressante. Et effectivement, l'accès à la santé est très important pour les peuples autochtones, mais parallèlement, il y a la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Peu de pays ont institutionnalisé la médecine traditionnelle, à l'exception de l'Inde, qui a intégré la médecine traditionnelle dans les universités. Je ne vois pas beaucoup de pays qui ont fait la même chose. Mais la médecine traditionnelle est très importante. Les peuples autochtones connaissent et maîtrisent les plantes médicinales et maintenant, on voit que les maladies les plus difficiles sont guéries par l'intervention de la médecine traditionnelle. Donc, il faut absolument réfléchir à ce que créer des ponts entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Cela pour les avantages pour l'humanité. Merci. Pardon, vous m'écoutez maintenant? Et on a une question de Elhas. Elle demande comment aujourd'hui pourrons-nous élaborer une législation régionale sur les partages justes et équitables dans les contextes de l'insécurité au Sahel. Et on a aussi une autre question de Tolotra. S'il vous plaît, j'aimerais bien que tu répètes la première question. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment aujourd'hui pourrons-nous élaborer une législation régionale sur les partages justes et équitables dans les contextes de l'insécurité au Sahel? Et l'autre question de Tolotra, je la lis aussi, c'est devant cette encore faible participation de peuples autochtones dans les processus, est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu plus de pression au gouvernement? Marilyn, Oliver, Monsieur Hanan, vous avez la parole. À vous de répondre si vous avez des commentaires sur les deux questions. Oui. Oui, on vous écoute. D'abord, c'est Marilyn, si elle veut, mais sinon, je peux répondre. Allez-y, c'est bon, merci. OK. Donc, la question de la législation régionale, comment dans le partage juste et équitable dans le Sahel, effectivement, la situation dans le Sahel aujourd'hui est très préoccupante. L'application des APA, le partage juste et équitable, se fait dans un contexte de paix. Mais je pense que malgré cette situation, il faut absolument travailler dans l'application des APA, l'application de partage juste et équitable avec la population. Donc, malgré cette situation, je pense qu'on peut toujours tenter d'appliquer l'APA, même dans cette situation de l'insécurité. Donc, voilà pour la première question. Pour la deuxième question, une faible participation dans le processus des peuples autochtones. Donc, la majorité des pays africains connaissent plus ou moins les droits des peuples autochtones. Donc, il est absolument préférable de s'approcher, que les organisations des peuples autochtones s'approchent des gouvernements
dans un cadre de dialogue, dans un cadre d'ouvrir un dialogue pacifique pour atteindre les objectifs d'Aïchi et les objectifs des APA, dans toujours le cadre d'un processus de paix. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a 3 questions. 3 personnes ont levé leurs mains. Alors, je vais ouvrir le micro. Alors, la première, c'est Samuel Diem. Samuel? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui, je suis Samuel Djemé du Sénégal, point focal APA. Je remercie vraiment les organisateurs de cette rencontre. Je voudrais d'abord revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure par rapport à la législation harmonisée au niveau Sahel, pour dire qu'il y a un outil qui a été élaboré par les experts points focaux africains pour une mise en œuvre coordonnée de l'APA en Afrique. Et ces lignes directrices de l'Union africaine existent. Elles ont été adoptées d'abord par les ministres de l'Environnement lors de leur réunion en Égypte en 2015, et puis par les chefs d'État africains. Donc je pense que nous avons là un outil qui permet non seulement d'harmoniser au niveau Sahel, mais au niveau africain. Ce sont des lignes malheureusement volontaires. Donc, évidemment, avec les conflits, je comprends qu'il y a des difficultés. Le deuxième aspect que je voudrais évoquer, il a été évoqué par mon compatriote Ndiaga Sall, c'est la participation des communautés aux différentes rencontres internationales. J'ai eu à l'évoquer au cours d'une rencontre à Montréal, où il n'y avait que 2 ou 3 représentants de toutes les populations autochtones et locales de l'Afrique. C'est un effort qui doit être fait d'abord par les États, je le comprends, mais aussi par les organisations internationales qui appuient la participation de ces communautés aux grandes rencontres internationales pour qu'on puisse prendre en compte leurs préoccupations. Parce que l'autre difficulté par rapport à ça, c'est que ces représentants de l'Afrique, dans les conférences internationales ou retour dans leur pays, n'ont pas les moyens de partager l'information avec les autres qui sont restés. Et ça, c'est un autre problème sur lequel il faudrait que l'on s'approfondisse pour que, normalement, avant d'aller à les rencontres, les délégués, les représentants des populations africaines autochtones puissent partir avec les points de vue de toutes les communautés. Et au retour, qu'on leur donne les moyens de rendre compte, d'informer les populations des résultats des travaux qui ont été faits. L'autre dimension que je voudrais évoquer, si vous permettez. Oui, s'il vous plaît, très rapidement, parce que nous avons 3 autres questions et les réponses des présentateurs aussi. Donc, je peux m'arrêter là, je peux m'arrêter là et laisser d'autres. Merci beaucoup, Samuel. Alors, les dernières questions, c'est de El Haj. El, on vous écoute. Alors oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi je me nomme Ladissi, je suis le point focal de la Convention sur la biodiversité au Mali. Je salue vraiment les présentateurs, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Je profite pour dire bonjour à mon doyen Samuel Diem depuis le Sénégal. En fait, c'est moi qui ai posé la question par rapport un peu comment aujourd'hui élaborer une législation régionale sur le partage juste et équitable de l'APA, parce que j'ai parlé dans le contexte actuel au Sahel, c'est vraiment l'insécurité que nous vivons. Je sais qu'un outil a été validé par l'Union africaine, évidemment, mais aujourd'hui, cet outil a fait vraiment une preuve de faiblesse. Quand je prends mon pays, le Mali, avec le Sénégal, avec le Burkina et le Niger, où nous avons beaucoup de potentialités, mais qu'on n'arrive pas vraiment à mettre une synergie, comment est-ce que gérer ces ressources aujourd'hui. Donc voilà pourquoi j'ai posé les questions par rapport au contexte actuel. Maintenant, l'autre point, je voulais intervenir un peu par rapport à la participation. C'est une question vraiment qui est aujourd'hui vraie. Samuel a touché du doigt, il a marché sur ma langue.
quand il dit qu'aujourd'hui la participation des Africains est très faible au niveau des réunions internationales, vraiment, il faut quand même voir comment est-ce qu'on peut mettre un mécanisme pour pouvoir toucher les vrais acteurs. Parce qu'en réalité, ceux qui partent même pour aller représenter l'Afrique, ce ne sont pas les vrais acteurs parce qu'ils ne sont pas capables de venir restituer en réalité au niveau des communautés ce qu'on a dit au niveau des réunions. Donc ça pose énormément de problèmes. Donc voilà, je voudrais un peu m'arrêter là par rapport à mon intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour vos questions. Alors, je passe à Marilyn Oliver et M. Handaine pour répondre. Marilyn Oliver. Oui, j'aurais simplement un court commentaire sur la question d'une participation plus significative, plus forte de peuples autochtones et communautés locales. Pardon, si on vous écoute, on peut loin, alors... OK. C'est mieux comme ça? Oui, merci. Merci à vous. Donc, mon commentaire est dans le sens de permettre une participation plus forte des peuples autochtones et des communautés locales par le biais de l'intégration de la biodiversité dans le secteur économique. Je pense qu'il y a là, c'est juste pour inviter encore une fois une participation plus forte des peuples autochtones et des communautés locales dans l'intégration de la biodiversité dans le secteur économique, parce que je pense que c'est pas une coïncidence que dans le ZER, le plus biodivers du monde, il y a aussi une diversité culturelle. Et c'est bien là que l'exploitation, par exemple, de forêts ou d'exploitation minière va faire un impact plus fort sur la forme de vie, la culture, l'économie des peuples autochtones. Donc, c'est aussi là qu'on a besoin des connaissances traditionnelles. Et je voudrais donc renforcer l'invitation aux participants de cette discussion pour s'assurer que l'approche à long terme pour l'intégration de la biodiversité, la voix de peuples autochtones et communautés locales soit représentée. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Handani, vous avez des idées sur ce sujet-là? Non, je pense que ce sont pas des questions, ce sont juste des commentaires. Donc, je pense qu'on a épuisé les réponses. Hein. Parfait. Alors, merci beaucoup à vous tous. Nous allons passer à la deuxième partie du webinaire d'aujourd'hui. Alors, notre prochain orateur est M. Joseph Itongwa. Il est coordonnateur du consortium APAC pour les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et directeur exécutif national de l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires du patrimoine autochtone et communautaire du Congo. Alors, c'est à vous, Joseph et Marilyn, qui va passer votre présentation. Bonjour, donc ici on a la présentation. Je ne sais pas si Joseph est en ligne. Il était là. Il était là tout à l'heure, mais on ne le voit pas. D'accord, alors peut-être qu'on pourrait le mettre en suspens pour le moment et passer au prochain. D'accord, alors on va passer maintenant à M. Attari Boukar. M. Attari Boukar est le point focal du gouvernement de Niger pour le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et partage des avantages et de l'organe subsidiaire sur les aspects techniques et technologiques. Alors, à vous, Monsieur Boukar. Alors, on va changer la présentation à celui de Monsieur Boukar. Alors, Monsieur Boukar, vous nous écoutez? Alors, c'est Monsieur Boukar qui présente en utilisant son portable. Mais même si vous ne pouvez pas partager votre écran, est-ce que vous écoutez ce qu'on dit? Voilà, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Ok, voilà, merci beaucoup. Je suis content d'être parmi les présentateurs. Alors, ma présentation va concerner les arrangements institutionnels. Alors, le contenu, ça va se faire en 1, 2, 3, 4, 5 points. Mais il faut se dire que, bon, j'ai réfléchi par rapport à ça et j'ai tenu compte de 3 éléments.
Les 3 éléments, c'est que le programme de travail sur les connaissances traditionnelles, son but, c'est de favoriser la participation pleine et entière des communautés locales. Ça, c'est un. La deuxième, c'est que la participation des communautés est faite par l'IPAC. En tout cas, à mon avis, n'est pas très représentatif. Et troisièmement, il faut se dire que dans tous les travaux de la Convention et tout ce qui doit se faire au niveau du pays par rapport aux connaissances traditionnelles, il faut que ça soit conforme à la législation nationale. En conclusion, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il faudrait vraiment un travail bien étroit entre l'IPAC et l'État, comme quelqu'un l'a si bien dit d'ailleurs. Donc, on va parler sur l'arrangement institutionnel, l'importance de l'arrangement, fonctionnalité de l'arrangement, résultat de la mise en œuvre et des questions. Alors, pour la présentation, je crois que vous m'avez déjà présenté, ce n'est pas la peine. On va passer à l'arrangement. Et l'arrangement vraiment qui va faire en sorte que les connaissances traditionnelles soient prises en compte, c'est un arrangement qui donnerait beaucoup plus de poids aux connaissances traditionnelles et à l'IPAC dans les travaux de la Convention et de ses protocoles après 2020 et qui permettrait de prendre en considération au niveau national et au niveau international. Donc, il faut aux 2 niveaux. Donc, au niveau national, dans les cadres nationaux de concertation sur la biodiversité, quelqu'un a dit effectivement que vraiment les détenteurs travaillent à part. On dirait qu'il n'y a pas de communication. Et tant qu'il n'y a pas de communication, l'État ne peut pas prendre l'État ne peut même pas savoir ce que pensent les populations locales. Et au niveau international, effectivement, il faut un cadre approprié, comme quelqu'un l'a déjà dit, donc de prendre les vrais responsables des connaissances traditionnelles et travailler avec eux aux instances, pas comme représentants de l'IPAC, mais représentants au sein de la délégation du pays. Donc, je disais l'importance de l'arrangement. Cet arrangement institutionnel permettrait d'une part de prendre en compte les préoccupations des PASC dans la formulation des positions nationales et d'autre part de permettre aux représentants des PALC de défendre leurs droits au niveau des instances internationales au sein des délégations. Comment ça va fonctionner? Les points focaux sur l'article 8J et les dispositions connaissent désignées par les pays, puisque normalement, selon les décisions de la conférence des parties, chaque pays devrait désigner des correspondants pour l'article 8J. Donc, ces correspondants devraient être issus du PALC et sont censés représenter ces derniers et ils doivent siéger dans les cadres de concertation nationaux pour faire valoir leurs préoccupations pour que l'État les prenne en charge. Donc ça, c'est vraiment indien. Donc l'appartenance, en tout cas, de ces délégués au niveau des cadres de concertation permettrait effectivement à tout le monde de connaître et de discuter, de prendre en compte effectivement si c'est vraiment bien fondé ces préoccupations. Parce que rien ne peut se faire en dehors de la législation nationale. Ça, c'est, et le travail primordial doit se faire au niveau national, pas au niveau seulement des réseaux, parce que les réseaux n'ont pas comment on appelle ça, une force de frappe au niveau de l'État. Donc, il faut que les connaissances soient incluses les représentants soient inclus dans les délégations nationales. La conférence de parties doit assurer la participation de ces points focaux, donc sur l'article 8J, dans les réunions sur l'article 8J, le plus important, et au niveau de la conférence de parties. Donc, moi, à mon avis, il y a 2 conférences qui intéressent particulièrement les connaissances. L'article 8J, bon, peu importe, même si on change de cadre, et la conférence des parties. Maintenant, concernant le résultat de la mise en œuvre de l'arrangement, la mise en œuvre de cet arrangement permettra une meilleure communication. Le problème qui se pose, c'est vraiment un problème de communication. Il n'y a pas une vraie communication entre les partenaires de connaissances traditionnelles et l'État, comme quelqu'un l'a bien dit, et au niveau national. Et une bonne intégration des précautions des PALC dans les politiques nationales de développement durable, et cela contribuera effectivement en conséquence à la vision vivre en harmonie avec la nature. Donc, en conclusion,
Donc, il faut qu'il y ait l'intégration parfaite des représentants au niveau des cadres de constatation au niveau national pour que les précautions soient aussi nationales, pas une représentation des réseaux. Ça, c'est un. Maintenant, au niveau international, il ne faudra pas que les représentants partent seulement pour représenter un réseau. Ça ne peut pas aller. Parce que tout doit se faire au niveau de la législation nationale. Ça veut dire qu'il faudrait que, comme l'a dit Samuel, je crois, que ces représentants fassent partie de la délégation nationale. Donc, les pays ont un effort à faire et au niveau international, il y a un effort à faire pour que cette participation soit évitée. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les pays ont tous désigné leur point focal sur l'article 8J et les dispositions telles que demandées par la conférence des parties? Et comme quelqu'un l'a dit, est-ce que ces représentants représentent réellement les détenteurs de connaissances traditionnelles? Et deuxième aspect, la prise en charge de la participation des points focaux sur l'article 8J serait-il garanti par la Convention pour les deux réunions auxquelles dont j'ai parlé? Donc voilà en gros ma contribution, Marie, à cette conférence. Merci beaucoup et pour votre présentation et pour tous ces travaux que vous êtes en train de faire. Alors, on va passer au prochain présentateur. C'est Suhail Al-Janabi de ABS African Initiative. Alors, M. Janabi, c'est à vous. Sur les expériences et réflexions de l'initiative de renforcement des capacités pour l'APA. Bienvenue. Merci pour m'inviter pour cette webinaire importante. Alors, ce que je vais faire, c'est un petit peu partager les expériences de l'initiative pour le renforcement de capacités en matière d'APA en Afrique. Et bon, nous sommes une initiative multi-bailleur de fonds qui a commencé en 2006 déjà pour soutenir le groupe africain dans la négociation du protocole de Nagoya. Alors, quelques présentateurs comme Atari et Samuel sont bien connus. Et après ça, on a commencé de soutenir les pays africains dans la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Et comme vous voyez, nous travaillons sur trois champs d'activité principaux. C'est de soutenir le pays dans l'établissement et le développement de cadres juridiques au niveau national, c'est-à-dire ce sont des aspects institutionnels et réglementaires. C'est aussi, et ça c'est important dans le cadre de ce webinaire, d'assurer la participation effective des communautés autochtones et locales sur la base du protocole bioculturel. Je crois qu'on va en discuter après. Et bien sûr, parce que c'est tous des moyens pour atteindre quelque chose, et ce sont des accords accès, partage des avantages, c'est-à-dire vraiment de soutenir l'établissement des chaînes de valeur qui sont conformes à l'APA pour le bénéfice des pays fournisseurs et aussi de les communautés locales et les autochtones. Dans ce cadre, on a organisé pas mal des séminaires, des ateliers où toujours on a aussi la participation des communautés locales et autochtones et parfois aussi des formats ciblés sur le peuple autochtone et les communautés locales, c'est-à-dire des plateformes d'échange comme par exemple le format de Community to Community Exchange. Bon, et ce que je veux faire maintenant, c'est un petit peu
donner une aperçu sur les communications et aussi les besoins que nous avons collectés au niveau local, au niveau de ces ateliers par rapport à une futur programme de travail WIGI et les communautés locales. Alors, bien sûr, un élément qui était proposé dans cet document de la CDB, c'est sur le possible élément, c'est le soutien à la mise en œuvre du protocole de Nagoya et le renforcement capacité. C'était déjà souligné par M. Sall et des autres. Et dans ce cadre, c'est important de créer des mécanismes pour des protocoles bioculturels. C'est un élément qu'on trouve dans le protocole de Nagoya. Bien sûr aussi le développement d'une plateforme pour engager un dialogue entre la population locale, mais aussi avec des autres parties prenantes. On a aussi entendu que c'est important d'élaborer des instruments qui assurent la participation et la protection de la population autochtone, la communauté locale et les connaissances traditionnelles dans le système APA. C'est dans le cadre politique légaux qui considèrent les connaissances traditionnelles associées et les protocoles bioculturels. Ce sont des aspects de la documentation, des connaissances traditionnelles associées, particulièrement visant à la protection, la valorisation et la conservation, et aussi de donner des orientations sur la protection et la documentation des connaissances traditionnelles associées, et aussi la facilitation de l'apprentissage mutuel et échange d'expériences physiquement et aussi en ligne. Un autre élément, bien sûr, qui est important, c'est le renforcement des capacités des peuples autochtones et des communautés locales. Ce qu'on trouve dans le document de la CDB, le possible élément, il y a une tâche qui vise à élaborer des mécanismes d'incitation et le renforcement des capacités des peuples autochtones et communautés locales pour la promotion et la transmission de leurs connaissances et des innovations pratiques traditionnelles. On peut le lire. Mais ce que nous trouvons est qu'il y a aussi une nécessité de renforcer, particulièrement dans le monde d'APA, de partage des avantages qui découlent de l'utilisation de ressources génétiques, c'est-à-dire on parle de secteur business, de aussi renforcer de capacités dans le monde commercial, aussi pour une meilleure gestion d'attente, c'est-à-dire champ de renforcement capacité qui vise comprendre des chaînes de valeur et aussi des investissements, des enjeux de la conformité de schémas de différents secteurs utilisateurs, c'est-à-dire pharma, biotech, parce qu'ils sont tous des différents modèles business, modèles de recherche-développement, et aussi des termes commerciaux. C'est-à-dire, si on veut vraiment intégrer et laisser participer le peuple autochtone, les communautés locales dans les chaînes de valeur, un renforcement de capacités
en monde des termes et business et de schéma business est indispensable. Et bon, c'est pourquoi important, c'est clair, pour l'intégration de la population locale dans le système APA nationaux, aussi pour laisser jouer un rôle dans l'élaboration de cadres APA, et aussi pour, comme j'ai dit, développer le niveau local autochtone comme acteur actif et reconnu dans l'élaboration de chaînes de valeur qui sont conformes à l'APA. Finalement, c'est aussi pour soutenir la préservation et la mise en valeur de connaissances traditionnelles associées. Ça va donner une certitude juridique pour les fournisseurs même, mais aussi pour les utilisateurs si les connaissances traditionnelles associées sont documentées. On va renforcer les... Oui. Il vous reste que 2 minutes. D'accord. Merci. Ça va aussi renforcer les rôles de gardien des biodiversités d'un niveau local. Et ça va, là, on a aussi un lien fort avec l'article 10C de la CDB. Et, et ça va donner, bien sûr, donner beaucoup des opportunités économiques au niveau local. Bon, on était aussi demandé lesquels sont les résultats attendus. Comme je dis, c'est de soutenir ou d'avoir un rôle actif de la population locale pour le développement durable. Monsieur Hamdan, il a aussi fait ce lien et la conservation. Ça va aussi soutenir ce principe de la subsidiarité de la CBD, nous nous rappelons de approche écosystémaire. La dignité et la gouvernance au niveau local, c'est aussi un aspect très important. Et bon, globalement, cet renforcement va avoir un aspect positif, un soutien positif sur les 3 objectifs de la CDB, mais aussi sur les objectifs de développement durable, aussi comme Monsieur Hamdan a déjà fait une référence. Alors ça c'est en bref, mais le grand problème c'est la question pour l'audience. Actuellement, les utilisateurs de ressources génétiques, ils hésitent d'utiliser les connaissances traditionnelles en raison d'incertitudes juridiques. Et la question est comment est-ce qu'on peut réaliser ce potentiel des connaissances traditionnelles associées pour le partage des avantages et les bénéfices de la population autochtone et la communauté locale dans ces circonstances. Bon, je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, Souheil, pour cette présentation très intéressante pour parler de votre travail et vos interventions avec les initiatives APA, les différents processus entre l'État, les parties prenantes, les communautés locales, les autochtones, l'élaboration des instruments et le travail que vous faites dans le renforcement des capacités très, très intéressant. Et on va continuer à parler de tout ça dans la session de questions-réponses et aussi dans les forums en ligne. Alors, je vais donner la parole encore une fois à Joseph Itongwa. J'espère que Joseph nous écoute et qu'il puisse partager toutes ses connaissances. Joseph, vous êtes là? Oui, bonjour à tout le monde, Eva, bonjour. Alors... Bonjour, bonsoir. Ouais. Allez-y, Joseph. Allô? On vous écoute, allez-y.
Oui, je m'excuse parce que je suis dans un environnement qui a un peu de bruit à côté, mais à attendre très bien. Et comme il ne reste pas assez de temps, je vais partir directement à l'essentiel et que tous les détails sont dans ma présentation PowerPoint. Je ne sais pas si je suis écouté là-bas. Est-ce que vous m'écoutez? On vous écoute très bien, Joseph, et il y a Marilyn qui est en train de montrer la présentation. Voilà, j'ai été invité pour vous présenter, en tout cas, l'approche conservation communautaire dans les travaux de la Convention et dans l'après 2020. OK, et que je suis Joseph, comme vous savez, je suis de la RDC, de l'Afrique centrale, et vous savez que l'Afrique centrale est le deuxième poumon forestier après l'Amazonie, et je suis de la République démocratique du Congo, et je coordonne au sein du consortium international de promotion des impacts, les écosystèmes en Afrique centrale. Le consortium international est une association dédiée pour la promotion de la reconnaissance et l'appui approprié au territoire de vie, c'est-à-dire conservé par les peuples autochtones et communautaires, qui jusqu'en 2018, en novembre, constituent 140 membres et aussi des organisations. Les autochtones ont démontré cette année, dans le plan post-2020, la reconnaissance et la sécurité des impacts des aires et de la vie. Comme vous le savez, il y a ces liens qui existent entre les autochtones et leurs terres, territoires et ressources naturelles. Et ces liens ont pu nous mettre en contact avec nos ancêtres, mais aussi avec un système de gouvernance que nous avons établi et qui ont comme conséquence la satisfaction de la conservation de la biodiversité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la conservation des territoires traditionnels a des liens avec la durabilité des connaissances traditionnelles. Vous savez que les territoires, c'est les socles de culture, c'est-à-dire la culture est sur les territoires. Et nous disons ici qu'on intègre la connaissance traditionnelle, notamment dans les plans post-2020, il y a un travail que nous devons vraiment reconnaître, c'est comment reconnaître et sécuriser ces dans la plupart des pays. Oui. Non, on ne vous écoutait pas très bien, mais maintenant ça va. Oui, j'ai dit, il y a les tâches que j'avais énumérées. D'abord, le premier travail, c'est sécuriser ces territoires. Et la sécurisation avec ces trois tâches, il faut d'abord passer à l'identification, notamment de ces territoires, comment aussi passer à la reconnaissance légale. Deuxième tâche, comment sauvegarder ces territoires, parce que ces territoires sont vraiment vulnérables à des menaces d'investissement, menaces d'exploitation, et terres traditionnelles qui constituent le socle de notre culture. Est-ce qu'on peut passer pour le troisième? Oui. Alors, le plan d'action actuel de la CBD, c'est que le
actuelle de la CBD n'a pas mis l'accent particulier sur ces efforts de conservation. Joseph, désolé de vous Et c'est ça interrompre, le défi mais que nous avons. on Il vous y a écoute pas seulement très bien. un accent sur les aires protégées par l'État. Joseph, désolé, désolé, mais on vous écoute pas très bien, alors on vous écoute pas très bien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est partager la présentation avec tout le monde. Et on peut faire ça, ou sinon on peut travailler avec vous et pour voir qu'est-ce que vous voulez faire et pour partager toutes ces connaissances avec les gens qui sont ici aujourd'hui. Mais on ne vous écoute pas très bien, malheureusement. Alors, on va passer à la prochaine présentation et c'est celui de Basile Van Havre du Canada. Basile, vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on vous écoute très bien. Et encore une fois, désolé, Joseph, mais c'était très, très difficile de vous comprendre. Alors, on va partager toutes ces connaissances avec tout le monde et on peut continuer cette conversation dans le forum en ligne. Alors, Basile, c'est à vous. Et voilà. Il faut juste accepter. Voilà. Merci beaucoup. Basile est directeur général des politiques et des partenariats sur la biodiversité du Service canadien de la Fonds Environnement et Changement climatique. À vous, Basile. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde et j'espère que vous pouvez m'entendre distinctement. Oui. J'ai l'avantage d'avoir pu entendre toutes les autres présentations et bénéficier des conseils et des interventions de chacun. Et j'espère que je vais compléter ça par la présentation quant à ce qui a trait au modèle organisationnel pour la participation au groupe de travail. Alors, ce dont je voulais parler, c'est le groupe de travail sur l'article 8G, qui est, comme plusieurs l'ont dit, depuis plus de 20 ans dans la Convention. Pour nous, il ne fait aucun doute qu'un nombre important de considérations et des questions de la Convention sont pertinentes pour les PACL et que ce groupe-là apporte une valeur importante à la Convention. Et en particulier grâce et ça serait beaucoup mieux fait au travers d'un organe subsidiaire. L'opinion du Canada et le sentiment du Canada, c'est que la CBD a besoin d'un organe permanent qui fournit un forum aux peuples autochtones et aux communautés locales afin de pouvoir échanger des points de vue dans les deux sens et sur les travaux de la Convention. Quel pourrait être l'objectif de ce nouvel organe permanent? L'objectif général, ce serait de contribuer au respect, à la préservation et au maintien des connaissances, des innovations et des pratiques des peuples autochtones, assurer que les décisions de la CBD bénéficient des connaissances et renforcer la participation de ces derniers à la Convention. Rien de nouveau dans cette opinion, c'est la façon dont le Canada fonctionne au niveau interne domestique. On essaie de voir le même genre de structure répliquée au niveau de la CBD. Quelques mots sur la fonction et le rôle d'un nouvel organe permanent. Et je pense que c'est important, il y a un travail à faire. Je pense que certains d'entre vous, la plupart des gens sur cette vidéoconférence, sur ce WebEx, sont convaincus. Par contre, je pense qu'il y a du chemin à faire avec beaucoup des parties de la CBD et c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais qui néanmoins doit être fait. Alors, les fonctions, conseiller les partis et autres organisations au travers de la conférence des partis, orienter, identifier les politiques et les lacunes mises en œuvre, conseiller les parties elles-mêmes sur les perspectives autochtones et des communautés locales et qui sont élaborées au sein des organes subsidiaires OSTT ou OSA. Quel mode de gouvernance vis-à-vis d'un organe permanent?
Je pense que nous pensons ici qu'une vaste consultation est nécessaire, avec une participation renforcée actuellement utilisée dans le cadre du groupe de travail. Alors ça serait un minimum, ça serait un plancher. Par contre, on verrait une plus grande participation des populations autochtones et des communautés locales sur un bureau, un co-président de l'organe et la capacité des PACL à intervenir en tant que partie. Deuxièmement, le rôle consultatif, les PACL pour occuper un certain nombre de sièges, il y aurait la responsabilité de représenter des opinions et des points de vue de la vaste communauté qu'ils représentent, c'est très divers, et l'opportunité de proposer du langage et considérer l'élaboration des recommandations. Alors, on ne pense pas à changer le rôle de la COP, la conférence des parties. Elle conserverait son rôle décisionnel et ultime dans la CBD, mais néanmoins, nous pensons que ce rôle renforcé pour un organe permanent avec une représentation plus présente et un rôle beaucoup plus clair serait bénéficiaire pour l'ensemble des parties. Alors, je pense que ça complète ma courte présentation et bien sûr, quand le temps viendra, je serai heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Basile, pour cette présentation et pour partager vos idées sur ce qui serait peut-être un nouvel organe permanent et la modalité de gouvernance de cet organe. Alors, je voudrais bien passer à la session des questions et réponses. Et merci tout le monde pour être toujours là. Et Joseph, même pour vous, si le monde a des questions pour Joseph, on va essayer de rejoindre Joseph pour les réponses. Et maintenant, on a plusieurs questions pour la deuxième partie du webinaire. Alors, la première, c'est Madame Noura Fashima. Et elle demande, bonsoir, comment peut-on faire en sorte d'avoir un changement de comportement au niveau de la population qui est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise? Je parlais de nos populations, bien que c'est la pauvreté qui en est la cause, qui fait qu'elles se battent sur les ressources naturelles. Alors, je vais lire d'autres questions pour tout le monde. Comment permettre aux États africains de mettre efficacement en œuvre les grandes orientations des conventions et des dispositions connexes à l'usure où les problèmes de sécurité prennent tout le budget? Et ça, c'est la question de Bruno Mvondo. Et Bruno demande aussi, faut aider les connaissances traditionnelles et les aires protégées à restituer les grandes conclusions. Je ne sais pas trop clair ce qu'il a écrit, alors je vais passer à la troisième question de Bruno. Il est urgent que la CDB mette en œuvre un plan de communication aussi agressif que celui du SIDA dans le monde pour l'article 8G et d'autres importantes réflexions et résolutions puissent être connues de tout dans le monde. Alors, Bruno nous a envoyé plusieurs commentaires. Alors, je vais lire une autre question d'une autre personne, mais si vous avez des questions aussi, vous pouvez utiliser votre micro, comme on l'avait déjà fait tout à l'heure. Alors, Noura Fashima demande aussi, bon, elle voulait juste savoir si on allait partager les présentations et tout ça. Alors, si on pourrait avoir des commentaires, des réponses pour les questions et les commentaires de Fashima et de Bruno. Alors, je ne sais pas si Joseph, Souhel, Atari ou Basile ont des commentaires, de réponses. Je serais heureux de fournir un ou deux commentaires.
Je pense qu'il y a beaucoup de points dans les commentaires de Bruno. Et on est des questions extrêmement importantes. Je pense que la question de la survie économique de base est une question importante et quelque chose qui doit être tenu en compte dans l'élaboration des politiques de biodiversité. Deuxièmement, Bruno a parlé de sécurité et de ces enjeux-là. Je pense que c'est bien au-delà du mandat de la CBD, mais ce sont des enjeux que nous ne pouvons pas ignorer et que les gouvernements des pays qui font face à ces questions-là ne peuvent pas ignorer non plus. Donc, je pense qu'il s'agit de faire de la concertation et quand on est en train de parler de discussion pour le prochain cadre de cible pour l'après-2020, il va falloir avoir en tête des mesures qui sont concrètes, qui sont réalisables et qui sont associées à des financements et du partage de technologies et de connaissances qui sont réalistes, de manière à ne pas laisser à eux-mêmes certains groupes qui n'ont pas les ressources de faire le chemin. Voilà. Alors, je suis sûr que de nombreux de mes collègues pourront rajouter à ces commentaires. Merci. Merci beaucoup, Vasile. Est-ce qu'il y a d'autres collègues ont des commentaires? Souhel? Je ne sais pas si... Ouais. Joseph, oui, on vous écoute. On vous écoute, oui, on vous entend très bien, merci. Oui, désolé que je n'ai pas eu l'occasion de faire ma présentation parce que c'était justement le travail par rapport à la conservation communautaire et les tâches relatives, notamment la sécurisation des territoires, le peuple autochtone, la reconnaissance et la lutte contre notamment les menaces qui pèsent sur le peuple autochtone. Par rapport aux commentaires de Bruno, il y a des questions qui reviennent sur la sécurité. Et je me dis, la sécurité est liée aussi à l'instabilité, notamment des communautés sur leur territoire traditionnel, qui sont parfois transformées par les États pour des investissements et justement et aussi pour des exploitations. Je me dis, sécuriser le territoire traditionnel des peuples autochtones constitue aussi un élément pour limiter tous ces aspects d'insécurité. On parle aussi de la pauvreté. Il a évoqué l'aspect de la pauvreté. Et je me dis, la pauvreté, c'est cette instabilité parce que les communautés sont déstabilisées sur leur territoire et cela aussi est à la base de la pauvreté. Merci beaucoup, Joseph. Et d'autres commentaires, Atari, Souhel? Oui, c'est plus un commentaire. L'enjeu de la sécurité, bien sûr, c'est un aspect assez grave et c'était déjà mentionné par, je crois, M. Sall dans la première ronde. Et on peut aussi considérer ça particulièrement dans le monde du troisième objectif de partage des avantages, parce que en étant pas mal des utilisateurs, des industriels qui ont vraiment une bonne volonté de faire le sourcing selon toutes les obligations APA et Nagoya en Afrique, en collaboration avec la population locale, avec la communauté autochtone, que les aspects de sécurité sont clés. Que c'est vraiment un obstacle pour développer une chaîne de valeur, une chaîne d'approvisionnement sur une ressource qui est peut-être aussi associée avec quelques connaissances traditionnelles où il y a vraiment une potentialité pour améliorer le cadre de vie de la population locale, mais si il y a des problèmes de sécurité pour le monitoring, pour l'exportation et bien sûr aussi pour les hommes, ça c'est vraiment un grand problème pour la mise en œuvre de
du protocole de Nagoya en Afrique. Bien sûr, il y a aussi des problèmes de sécurité en travers la conservation et l'utilisation durable, mais particulièrement quand on parle des commerces internationaux qui sont basés sur les ressources génétiques, la sécurité est clé. Mais le moyen, comment l'adresser, ça c'est bien sûr une autre question et pas dans l'échelle de la CDB, je crois, ou peut-être les collègues ont quelques idées comment résoudre ou aboutir cet enjeu. Merci beaucoup pour ces commentaires. Alors, on a une question de Mariam Waled. Alors, je vais ouvrir son micro. Mariam. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui, bonjour. En fait, je voudrais vous féliciter pour l'organisation de ce webinaire que j'ai rattrapé en deuxième partie. Je ne sais pas si vous me connaissez, je suis la présidente de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute, on vous entend. Oui, et puis... on vous connaît très bien, mais oui, c'est ça. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, oui, c'est une question qui est très importante pour nous au niveau de l'instance permanente. J'ai mon collègue Eli Furaha qui est en ligne pour la version anglaise. Et puis moi, j'essaie d'être présente ici pour notifier l'importance que cela a pour nous au niveau de l'instance. Donc, juste vous rappeler que cette année, on aura la session annuelle qui va porter sur les connaissances traditionnelles. Et puis, en deuxième semaine de la session, on va dédier une discussion thématique spéciale sur la conservation pour faire suite à notre rencontre de groupe d'experts qui a eu lieu récemment à Nairobi sur la conservation. Plusieurs éléments et modèles ont été proposés. J'ai beaucoup apprécié le dernier modèle proposé par le Canada d'un organe permanent de consultation qui sera hybride pour intégrer les connaissances traditionnelles des peuples autochtones quant à l'article 8J du protocole de Nagoya. Donc, tout cela est important pour nous et on suit de près. Et il y a des... En fait, c'est un commentaire que je fais, ce n'est pas une question, juste pour préciser. Et il y a des éléments qui ont été soulevés et qui sont très pertinents par plusieurs participants et présentateurs. Donc, la compétition sur les ressources naturelles aujourd'hui qui nous ramène vers un cercle vicieux. Et si on sait qu'il y a toute cette insécurité au niveau, par exemple, du Sahel, qui est due non seulement au manque de ressources, mais également à la compétition sur ces ressources, ce qui entraîne l'insécurité, mais également l'insécurité entraîne aussi une surutilisation des ressources naturelles. Et tout cela fait aussi qu'on a un réel défi aussi quant au recours aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Parce que les autochtones, dans ce cas, sont déplacés de leur ère traditionnelle et rencontrent de réels défis quant à recourir à leurs connaissances traditionnelles. Donc, c'est juste ça que je voulais partager pour l'instant. Merci aux différents participants. Je suis avec attention toutes ces discussions. Merci beaucoup, Mariam, pour ces commentaires. Je ne sais pas si Atari, Marilyn et Olivier voudraient bien dire quelque chose dans ce sujet-là. Mais en tout cas, je voudrais bien demander à mes collègues de la CDB s'ils ont quelque chose à ajouter, s'ils souhaitent ajouter une dernière remarque. Malheureusement, on n'a pas plus de temps, même si c'est une discussion très fructueuse.
Merci. En fait, étant donné, oui, il est déjà à la fin de notre webinaire, en fait, on voulait juste remercier les contributions vraiment intéressantes des problématiques au niveau de la sécurité, de la pauvreté, au niveau de la participation et de l'accès aux avantages. Donc, on voudrait inviter autant les panélistes qui ont présenté que les gens qui ont posé des questions ou qui ont simplement assisté à continuer la discussion sur le forum en ligne, comme on a mentionné au début du webinaire. Donc, de continuer la discussion, d'ajouter et également de répondre au questionnaire pour pouvoir prioriser les éléments qu'ils considèrent le plus important à justement aborder dans l'après 2020. Donc, de prioriser les tâches et les éléments et par la suite, ils vont pouvoir être pris en considération par le groupe de travail sur l'article 8J. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. On a vraiment des contributions intéressantes et on espère que ça va se continuer jusqu'au 12 mars. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, comme Marilyn l'a déjà dit, pour participer, bon, moi je l'avais déjà dit aussi, pour participer à la discussion en ligne, rendez-vous sur le site web Equator Connect à l'adresse www.connect.equatorinitiative.org. Alors, Equator Connect est une communauté de pratiques qui met en contact une variété de parties prenantes via une plateforme interactive pour partager les meilleures pratiques, les ressources, les réussites, les défis rencontrés par les communautés locales et les peuples autochtones, et tout dans le cadre de l'initiative Équateur du PNUD. Et l'initiative Équateur rassemble les Nations Unies, les gouvernements, la société civile, les entreprises et les organisations locales afin de reconnaître et de promouvoir des solutions locales de développement durable pour les populations, la nature et des communautés résilientes. Alors, enfin, je vais vous rappeler de tous que nous partagerons avec vous tous les liens vers l'enregistrement du webinaire aujourd'hui, mais que toutes les présentations. Et même, nous avons beaucoup de questions qui n'ont pas de réponses encore, alors je vais parler avec tous les présentateurs et on va partager toutes les réponses dans le forum en ligne aussi. Et on vous demande de poursuivre la discussion sur l'article 8J et les dispositions connexes en apportant des réponses et bien dans le forum en ligne, mais aussi au sondage que vous recevrez prochainement par courrier électronique. Et bon, on l'a dit plusieurs fois, mais en partageant vos pensées, vos idées en ligne sur les forums de discussion. Alors, ça va continuer pendant quelques semaines. Finalement, au nom des partenaires et organisateurs, merci encore à tous pour votre temps et votre engagement. Et bonne journée à tous.